Bonsoir tout le monde. Alors, comme promis, une petite promenade dans les Landes d'Ombray aujourd'hui. Entre autres aussi parce que, moi, ce jour-là, j'en avais envie, clairement. Vas-y, croise-moi encore plus vite, crétin. Oui, ce qui ne m'empêche pas de pester quand je tombe sur un automobiliste qui fait n'importe quoi. Je comprends pas le principe d'aller aussi vite et quand on croise un cycliste alors que la route est super étroite. Bon, de toute manière, c'est pas grave. Ce sera le seul que je vais croiser ce jour-là. Maintenant, je profite, je vais dans les bois, c'est cool, zen. Un peu de nature, ça va pas faire de mal. Alors, l'occasion d'évoquer le fait que le vélo couché, en toutes circonstances, c'est clairement beaucoup plus confortable que n'importe quel vélo. Surtout que le mien est full suspendu, donc c'est clair que tous les KO et les bosses, je vais les sentir beaucoup moins forts. Il y a quand même des côtés négatifs, ou en tout cas contre-productifs, on va dire ça comme ça. Il faut juste savoir qu'avec le vélo couché, on ne peut pas positionner son corps comme on veut. Non, on doit rester sur le siège et puis c'est tout. Qu'importe, on n'a pas le choix. Du coup, en fonction du terrain qu'on rencontre, on ne peut pas vraiment s'adapter. Et donc, par exemple, mettre plus de poids sur la roue avant ou plus de poids sur la roue arrière, ce n'est pas possible. Et le problème, c'est que la roue arrière, il n'y a pas énormément de poids dessus. C'est plutôt la roue avant, en fait, quand on n'est pas chargé, qui prend beaucoup. Et du coup, on a vite tendance à déraper, en fait, quand il y a des graviers ou simplement quand ça monte très fort et que donc du coup l'adhérence n'est pas énorme, si on met un peu trop de puissance, c'est terminé, on dérape. Alors une petite pause de ce point de vue, je vous avais parlé des travaux qui ont été faits n'importe comment. Oh là là, comme ils sont. Oh putain. Je rigole, mais nom de Dieu, ils ont fait n'importe quoi. Oui, ils sont carrément venus en plein milieu des bois avec leurs grosses machines pour faire des énormes ornières sans aucun intérêt dans une zone protégée. Clairement, ils ont fait du dégât. Et sinon, pour revenir sur la problématique du vélo couché dans des zones un peu instables, voilà. Oui, la roue arrière dérape en fait, donc je n'ai plus aucune adhérence, donc du coup oui, je ne sais pas avancer, donc je tombe. Et tout ça pour arriver dans le Poudingue d'Ombray. En fait, c'est une zone avec des énormes galets composés principalement de quartz. Et toute cette zone est vieille de près de 400 millions d'années. Donc ouais, ça va. Forcément, ayant grandi ici, c'est un lieu où j'y ai joué énormément, de façon excessivement différente, mais entre autres aussi, on faisait des cabanes, c'était bien sympa. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que je vois que les choses ne changent pas. Voilà, une petite cabane. C'est vraiment une zone typique qu'il faut préserver et c'est pour ça que les voir complètement détruites ou en partie, c'est triste. Bon, ici c'est juste pour le petit détail, si vous voulez voir, vous ferez une petite pause. Sinon, de toute manière, je mets pas mal de liens en description qui donnent un peu le détail, le descriptif un peu de toute la zone ici. On est juste sur les hauteurs de la Meuse ici, juste à côté d'Amay, une petite ville qui est elle-même à côté de Tihange, là où il y a la centrale nucléaire de Tihange. Allez, encore une petite pause pour vous montrer à quel point ils sont passés avec les machines à travers tout, genre c'est bon, on s'impose, on écrase tout. Et du coup, pour en revenir sur ce bois, c'est
Bah franchement, un endroit très agréable pour venir se ressourcer, parce que c'est excessivement naturel, on le voit, hein. C'est un bois totalement sauvage et naturel, il y a un peu de tout. Cette zone est magnifique, il faut juste suivre ce chemin, mais sinon le reste c'est totalement sauvage. C'est d'ailleurs un endroit où passe le cross du Poudingue d'Ombray, auquel j'avais participé une fois quand j'étais revenu de mon voyage en 2014, que j'étais bien entraîné. Je l'avais fait une fois, non sans mal, puisque ensuite c'est clair que j'avais eu droit à des super courbatures. Oui, petit rappel, la course à pied et le vélo, même du vélo intensif, ça n'a absolument rien à voir. Alors même si le cœur est bien entraîné, les jambes c'est pas le cas, et du coup ça se paye cash ensuite. Bon voilà, en tout cas ça vous donne l'occasion de voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire comme balade. C'est juste un chemin, voilà, il y en a d'autres qui sont possibles aussi. Moi je préfère celui-là, donc du coup je suis resté là-dessus. Je n'ai pas filmé l'aller-retour, mais j'aime vraiment bien ce chemin-là, il est très agréable, il n'est pas très ombragé, il y a pas mal de lumière, c'est plus sympa. Alors je reprends la vitesse normale pour montrer un truc typique aussi avec le vélo couché. Donc ici ça se voit peut-être pas fort sur les images, mais ça monte très fort, mais vraiment très fort. Il y a pas mal de gravier et du coup qu'est-ce qui se passe? Je vais déraper. On l'entend, hein. Voilà, ici je suis juste à la limite du dérapage. Du coup il faut que je dose vraiment très fort la puissance que je mets dans les pédales pour ne pas trop déraper, parce que sinon effectivement j'avance pas, simplement parce que la roue arrière n'accroche pas assez. C'est l'avantage et l'inconvénient entre guillemets, mais c'est un problème que je n'avais pas quand j'étais très chargé avec le vélo couché, parce que du coup effectivement avec le poids du chargement la roue s'enfonçait plus, la roue arrière je parle, alors qu'ici c'est pas le cas. Et en mode léger ainsi, c'est le petit problème, c'est qu'effectivement on dérape. Bonjour. Oui, sinon on fait des rencontres sympathiques, hein. Les chiens ils étaient pas petits, mais bien sympathiques aussi. On voyait bien que c'était des crèmes, ils étaient plus curieux qu'autre chose. Et voilà, là on est sur le point culminant, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a, enfin en tout cas c'est ce que j'imagine, mais ça me semble pas du tout illogique, qu'il y a un petit radar militaire là, bon, c'est tout ce que je peux vous en dire, j'en sais pas plus. Je sais qu'il est là depuis des années, ou en tout cas des décennies, mais... Donc voilà, il y a quand même moyen de faire quelques kilomètres en long en large sans rencontrer forcément de voitures ici, puisque oui elles peuvent pas venir, et donc sans engin motorisé aussi, hein. Donc oui, ça reste franchement utile et très pratique de pouvoir passer ici. Oui, là j'ai fait un petit regard sur le côté parce que j'ai vu quelque chose d'intéressant que je vous montrerai quand je vais repasser. On va arriver sur la fin, du coup ça nous amène à des endroits de travaux d'une route qui est toujours pas finie. J'en avais déjà parlé d'ailleurs sur une autre vidéo qui est ici en description. Peut-être verra-t-elle enfin le jour cette route, hein, le fameux axe qui permettrait de rejoindre la route du Condro à l'E42. Peut-être qu'un jour, peut-être pas, allez savoir. Moi, tant qu'il préserve cet endroit, tant qu'il préserve cette forêt, qui est très utile, hein, un endroit comme ça, aussi sauvage, aussi agréable, ça doit être préservé, totalement et complètement. Alors ici, je vais faire un peu l'aventureux, je vais me dire, allez, pourquoi pas essayer le petit sentier, j'arriverai bien à retomber sur quelques zones intéressantes, mais non. Surtout avec le pneu avant que j'ai, c'est carrément pas possible. Dès qu'il y a un peu trop de boue comme ça et que le terrain est très glissant, pas stable du tout,
c'est pas possible. Donc du coup je décide de faire demi-tour et prendre plutôt... je vais jouer la sécurité, je fais demi-tour ici. Pour revoir ce qui m'a fait tiquer en fait quand je suis passé dans l'autre sens, deux personnes qui ont posé leur siège tranquille en plein milieu des bois. Et ils profitent de la nature en fait, du silence, des oiseaux. Et à propos d'oiseaux, certains n'ont vraiment pas peur. Ah ouais, c'est cool parce qu'en plus, ces couleurs, ça allait du noir au rouge. Bon, on le voit pas du tout sur la vidéo, mais c'était magnifique, il était splendide. Donc voilà, hein, la balade peut se terminer ici. Donc je vais prendre un chemin qui permet en fait de rejoindre directement le pavillon des Landes d'Ombray, où j'avais commencé ce thème sur la vidéo de mardi, donc où j'évoquais la problématique des travaux qui avaient été faits. Donc du coup avec ce chemin-ci, on rejoint la zone. Donc du coup il y a moyen de faire pas mal de petites séquences comme ça, de petits passages, où on ne fait pas du tout de route, qui reste très bucolique. Que demander de plus? C'est magnifique, et on se ressource. Voilà, on termine la balade. Bon, je vais quand même profiter de l'occasion pour montrer, d'ici, comment est-ce qu'on va sur la pierre Falotte. Alors la pierre Falotte, ça fait partie d'une légende mérovingienne en fait. Donc du coup, oui, c'est clair que ça peut être vraiment intéressant. Une pierre où, selon la légende, saint Aude se serait posé à cet endroit et fit le vœu d'édifier un sanctuaire chrétien là où tomberait le bâton qu'elle lancerait. Et imprimant de cette façon l'empreinte de son pas tellement elle aurait forcé. Bah oui, ça ne se voit pas. Ça fait un peu loin de l'autre côté de la Meuse. Bon, tout ce que j'évoque ici, de toute manière, tous les liens sont en description. Il y a certainement moyen d'en trouver encore d'autres. Voilà, j'en donne juste quelques-uns. C'est juste des pistes pour pouvoir chercher et trouver. Bon, ça reste quand même sympa et clairement, il y a quand même des zones cool à voir. Allez, bonne soirée tout le monde et bonne route aussi.